Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Après nos émissions sur le référendum au Gabon, sur la Guinée-Conakry, qui n'a pas encore annoncé de date, et bien avant sur la législative au Sénégal, nous poursuivons aujourd'hui notre série avec la Côte d'Ivoire et bien entendu irons à d'autres pays qui pensent à peine ou pas du tout à consulter leur peuple. Des législatives donc aux présidentielles, en passant par le référendum, ces consultations sont des temps de promesses électorales. Ces consultations sont donc des temps de promesses électorales, disais-je. Est-ce qu'au bout, les espoirs de ces peuples, des peuples de ces pays seront-ils comblés? Pour en parler sur Global Africa Télé Sud, je reçois Tidjane Koné, délégué extérieur pays RHTP France. Bonjour Tidjane. Bonjour. Ensuite, Dr Agli Serge, chef de cabinet de la représentation PPACI France. Bonjour. Professeur Jérôme Baloubi. Oui, c'est moi. Voilà, donc chef de cabinet de la représentation, non. Ah non, pas du tout. Représentation France je suis vice-président. Mouvement... Non, je suis plutôt vice-président du Mouvement de Génération Capable, vice-président en France. Ou en représentation nationale? Non, pas du tout. Je reprécise, je suis vice-président chargé donc, du Conseil de représentation nationale, qui est un peu notre Assemblée nationale. En fait, c'est en l'absence de notre représentant en France que je suis là, sur le plateau, parce qu'il est en mission en Côte d'Ivoire en ce moment pour notre convention. Et comme moi, je suis... Voilà, d'accord. Merci pour la présentation. Voilà. Enfin, Nestor Kofi, haut représentant de la diaspora et vice-président du PDCI. Bonjour à vous tous, 4 jolis garçons pour parler des élections d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Alors, Tidjane Koné. Oui. Octobre, est-on prêt? Oui, pour octobre 2025, nous sommes prêts. Pour commencer, je vais d'abord saluer mes frères ivoiriens qui sont présents et saluer aussi mes responsables politiques, notamment le secrétaire national chargé des militants de l'extérieur, M. Ouattara Draman, qui m'a permis d'être présent à cette rencontre-là. Et je vous disais que nous sommes prêts, bien entendu, parce que nous voulons continuer à diriger la destinée de la Côte d'Ivoire, comme nous l'avons fait. Je dis, nous avons la chance d'avoir un leader charismatique, nous avons la chance d'avoir un leader éclairé, nous avons la chance d'avoir un leader qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et ce leader-là a montré cette vision tout au cours de son parcours. Et ce leader-là a montré en fait qu'il était celui qui était le bien de la Côte d'Ivoire, celui qui pouvait apporter le maximum à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Les preuves sont présentes. Je prends des faits précis. De 1993 à 2000. Vous parlez de son bilan, on y reviendra, mais avant, oui. Est-ce que vous pourriez me dire que si 15 ans, c'est pas trop, et que apparemment vous sollicitez pour 5 autres années, est-ce que c'est pas trop pour un seul Ivoirien? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que en Côte d'Ivoire, sur 25 millions d'Ivoiriens, il n'y a qu'un seul homme qui est capable? Ça dépend quand vous mettez le trop. Parce que si on est au pouvoir pour la gabegie, pour une mauvaise gestion, pour un pays en dérive, pour un pays sans sécurité, bien sûr que c'est trop. Bien sûr que c'est trop. Mais si c'est pour un pays qui a un bilan, qui a été plébiscité par toutes les instances internationales, qui a été plébiscité par les Ivoiriens, parce que toutes les élections, depuis 2011, toutes les élections qui sont passées en Côte d'Ivoire, le RHGP les a gagnées. D'accord. Est-ce que Dr Agli a-t-il plébiscité le suffrage pour Alassane Dramane Ouattara? Justement, on est toujours soumis à la même rhétorique avec le RHDP. Aujourd'hui, il faut quand même circonscrire les choses. Le RHDP ne se réduit plus qu'au RDR, parce que dans cette famille politique-là, tout le monde s'est rendu compte de ce que le régime en place aujourd'hui n'avait pas de possibilité de déployer ce qu'il fallait pour le bien des Ivoiriens. Adjoumani n'est pas RDR. Je vous en prie, un peu de civilité. Et donc, vous
savez que le PDACI n'est plus dans ce groupement. Tout le monde les a fuis, ils sont restés juste seuls. Pourquoi? Parce que justement, ils ne peuvent pas porter cet idéal-là que portent les Ivoiriens, le fait de vouloir, de devoir mettre en place un cadre démocratique, un cadre qui œuvre pour le bien des Ivoiriens. Donc non, ce qu'il dit... Mais vous ne serez pas contre de dire que Alassane Dramane Ouattara a apporté la paix et a développé votre économie quand même? Ça dépend de comment est-ce qu'on se situe. Je vous donne un indicateur simple. En 2012, fin 2012, par le fait du PPTE, la dette de la Côte d'Ivoire était à près de 5 000 $. Aujourd'hui, Milliards. 1 000 $. Donc 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Et fin 2012, on est quasiment à plus de 560% d'augmentation de la dette. Donc oui, on veut construire, faire des infrastructures, mais si ces infrastructures qui sont faites participent à la paupérisation du pays, je ne vois pas en quoi que cela sera un développement pour le bien des Ivoiriens. Et c'est ça que nous voulons relever. Voilà. Jérôme Baloubi, professeur, vous qui êtes avec le PPACI... MGC. Oui, vous êtes avec le PPACI, donc l'un des partis les plus jeunes, c'est-à-dire le mouvement Génération Capable. Oui. Vous êtes... Est-ce que vous êtes d'accord avec le bilan que présentent vos camarades ici sur le plateau? Écoutez, le bilan, on y reviendra. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire en tant que telle. Là, le représentant du RHDP nous parle de la caution des institutions internationales. C'est bien beau. Mais moi, je parle de la Côte d'Ivoire profonde. La Côte d'Ivoire profonde qui souffre. Qui souffre parce que... Tenguera a quand même sa route aujourd'hui. Les Ivoiriens... Mankono a sa route aujourd'hui. Je peux parler. La route est faite pour les hommes. D'accord? Si vous faites la route sur un cimetière, c'est une route, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire profonde. Donc, le MGC parle de la Côte d'Ivoire profonde. C'est-à-dire la souffrance des Ivoiriens, nous la vivons quotidiennement. Les prix qui augmentent. Il a parlé de gabegie, mais il y a la gabegie au RHDP. On voit bien ce qui se passe. Une société où il n'y a plus de valeur, où les valeurs n'ont plus de sens. Une société où des milliardaires pleuvent sur les réseaux sociaux. Une société où on brade des choses de la Côte d'Ivoire, en passant par le foncier, par tout ce que vous voulez. On a beau faire des routes. Si les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim, si les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner, alors je dis que ce n'est pas une économie, parce que l'économie, c'est quand même au service de l'humain. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que non. Et puis, M. Alassane Ouattara, comme vous l'avez bien dit, il n'est pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul de la Côte d'Ivoire. À écouter mon frère à côté, c'est que, bon, Alassane Ouattara est là pour 50 ans, pour 100 ans. Non. Il y a des Ivoiriens valables qui peuvent faire autre chose parce que Alassane Ouattara n'a pas réussi à réconcilier les Ivoiriens, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Merci beaucoup, professeur Jérôme Baloubi. Nestor Kofi. Oui. Vous êtes le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Quel regard sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui et comment vous projetez-vous pour les élections d'octobre 2025? Bon, pour les élections, d'abord, c'est déjà biaisé parce que l'enrôlement qui est un droit pour tous les Ivoiriens, on vient de stopper, c'est-à-dire les gens ouvrent quand ils veulent et ils ferment quand ils veulent. Alors que dans notre code électoral, il est dit que chaque année, on doit faire, ça doit être naturel. Mais eux, le RHDP fait ce qu'il a envie de faire. Et comme on le disait, vous avez parlé de promesses. Qu'est-ce que le président Ouattara ne nous a pas dit? Donnez-moi 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire. Oui, il a transformé la Côte d'Ivoire, mais comment il a transformé la Côte d'Ivoire? On ne fait pas la politique pour soi-même. On fait la politique pour le bien-être du peuple. Et c'est pas ce qu'on constate. Parce qu'il n'y a jamais... Lorsqu'on vous ajoute des routes, des autoroutes pour désenclaver la circulation, est-ce que ce n'est pas pour le développement de l'économie individuelle des Ivoiriens aussi? Cette mobilité, ce désengorgement de la ville, est-ce que ça ne sert pas, ça n'a pas d'impact sur l'économie en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas fini.
j'ai pas fini. Je vous ai écouté religieusement. Laissez-moi, je vais déployer mon... Donc, M. Ouattara... N'oubliez pas que vous m'avez coupé hein, quand j'ai commencé à parler. Donc, On vous redonnera la parole. Et puis, vous pouvez reprendre la parole quand vous voulez. Hein, oui, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Voilà, Bon, Voilà. j'étais en train de dire, il n'y a jamais eu, sous un autre gouvernement, depuis 1960, que nos jeunes prennent des bateaux de fortune. Tellement l'Eldorado est bien en Côte d'Ivoire que les gens prennent non, des mais bateaux ce point-là était déjà... Excusez-moi. Non, non. Ce point était déjà pas au niveau au niveau des Nations Unies, hein, des réfugiés. Hein. L'Office des réfugiés a bien défini que tous ceux qui disent qu'ils sont ivoiriens, et quand ils prennent des bateaux, les statistiques sont claires. Hein. Il y a des enquêtes qui ont été menées par le gouvernement qui ont montré que plus de 50% à 60% des gens qui se disent ivoiriens, qui prennent des trucs, ont des faux papiers. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'Ivoiriens ici en France qui sont dans tous les pays occidentaux. Qui fait les faux papiers? C'est vous qui Les Ivoiriens ne manquent pas. Un Ivoirien, ça se reconnaît. Vous vous laissez... Justement. Non, tu me coupes. Cher frère, ce que je veux dire, madame, l'ouvre une lucarne qui nous intéresse parce que ce que je veux dire, madame, c'est que donnez-moi 3 fois plus de temps parce qu'il y a 3 questions qui s'adressent à moi et si vous donnez le même temps, on a un temps de parler. On n'est pas du même parti. Non, attendez. C'est le même parti qui parle. C'est l'opposition qui se regroupe pour parler. Tous les partis. Il faut que je demande de répondre à chacun Tant que vous êtes ici, vous êtes... Un instant. Chacun d'entre s'il vous nous. plaît, un instant. Donc, vous êtes chaque parti qui ira aux élections. Voilà. Donc, il n'y aura pas plus de bulletins que quelqu'un d'autre. pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ce que Monsieur Tidiane Koné... Oui, c'est lui qui avait la parole. Il faut que je continue mon débat. parce que moi, j'ai été coupé aussi par la dame. Quand j'ai j'ai fait dit- la démonstration. Laissez-le aller au bout déjà et puis on revient. Il n'y a jamais eu autant de jeunes qui sortent de la Côte d'Ivoire Absolument. Et c'est pour factuel. prendre les bateaux de fortune pour aller mourir en Méditerranée. Il n'y a jamais eu autant d'Ivoiriens qui résident, qui ont choisi délibérément à cause de la politique unique d'aller dormir dans les cimetières au XXIe siècle. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire. J'ai jamais vu ça de ma vie. D'accord, mais peut-être que Tidiane Koné vous dira que plus le pays se développe, plus on verra aussi qu'il y a des branches de Madame Sagio, c'est quoi le développement? Le développement, c'est une notion Je vais tellement répondre à plusieurs fragile. des points. Je vais répondre à plusieurs des points, un à un. D'accord. Dans mon fait du PPACI, je ne suis pas prof d'économie, hein. Désolé, mais j'ai quelques notions. En termes d'endettement, le taux n'a aucun sens. La France est endettée de 1000, ils sont à 110%. C'est ça qui est important, c'est par rapport à la richesse. Une comparaison entre l'endettement et la richesse permet d'avoir... Si la richesse croît, l'endettement peut croître. Et on a un taux dans l'UMOA, qui est un taux d'endettement qui doit être en dessous de 70%. Pour quel pays c'est viable? Et on a un taux d'endettement, nous, qui est à 56%. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes dans un pays qui dépense de l'argent sans. Et puis, le deuxième point, c'est que quand la Côte d'Ivoire a de la richesse, elle transforme son pays. Elle n'utilise pas ces richesses-là pour des RAF4, pour des trucs, je ne sais pas quoi, mais pour transformer son pays, pour transformer son économie. Quand on parle des indicateurs, vous dites que la transformation de l'économie. Un instant. Je termine 2 minutes, s'il vous plaît. Allez-y, parce que ça fait un moment que vous avez la parole. Parce que non, c'est pas un moment, c'est tout ce qu'il y a. Quand vous dites que, les statistiques internationales, mais si on se fiait pour juger un pays, si c'est pas la Côte d'Ivoire qui donne les statistiques, c'est l'ONU. Je vais vous donner quelques chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres. L'IDH. Non, un instant. L'IDH est clair. Je peux vous parler de l'IDH. Un instant, une question pour Tidiane Koné. Non, vous vous acharnez tous sur lui. Laissez-moi lui poser une question. L'IDH est parti sur les... Ne vous acharnez pas tous sur lui quand même. Par votre gouvernement. Non. C'est le gouvernement qui fournit aux institutions les données qu'il faut. A démontré que, regardez, l'IDH, en logique, hein, madame, vous êtes logique. Est-ce que vous pouvez dire dans toute logique que la vie que les Ivoiriens menaient en 2006, 2007, 2008
est identique à la vie qu'ils mènent maintenant. Il n'y a pas d'amélioration. C'est la souffrance des Ivoiriens donc, qu'on arrivé un moment, dénonce. il faut quand même être logique dans, il faut quand même être logique dans sa vie. Je veux bien. Je vais bien l'identité des Ivoiriens. Je veux bien répondre à une super chérie. L'idée, ça a été corrigé. Donc, arrivé un moment, quand on sort des chiffres, des statistiques, il faut savoir les comprendre. Mais on les comprend trop. Dans ce cas, un instant, je vais m'adresser à Serge Aglé. Oui, je voudrais... Non, un instant, on va évoluer. On va quand même évoluer. Oui, mais c'est un point quand même qui est important, le point de la dette. Le parti de Gbagbo, même si Gbagbo avait un parti, même si aujourd'hui il a changé de nom, Gbagbo a géré quand même pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le point que vous m'avez coupé. Pour l'économie ivoirienne. Parce que nous savons que les Indiens qui achètent les anacards ivoiriens l'achètent à tant de prix, à 50 francs par exemple, et le revendent à l'échelle internationale à 350 ou 550. C'est la marge. Le Cameroun, qui est autant producteur de café de cacao que la Côte d'Ivoire, vend son kilo à 5 000 francs quand les intermédiaires en Côte d'Ivoire ne font que le paysan à la base ne gagne que 1 000 francs le kilo. Voilà. Sur 5 000. Non, je m'adresse à... Qu'est-ce que, en amont, le parti de Laurent Gbagbo aussi avait fait pour améliorer cette partie de l'économie de la Côte d'Ivoire qui, normalement, est censée retenir les jeunes pour ne pas aller un peu partout dans le monde au risque de leur vie. Je partirai tout rapidement sur le dernier point, qui est le point du cacao. L'un des axes forts et des actes posés par le président, c'était justement de faire en sorte que les paysans eux-mêmes puissent justement contrôler la filière. Donc le président Laurent Gbagbo avait justement éliminé tous les intermédiaires, ce qui faisait que, en son temps justement, les paysans avaient un bon prix sur le marché. Lorsque le RHDP est arrivé au pouvoir, ils ont justement enlevé de la gestion de la filière les paysans pour les remettre aux mains de plusieurs intermédiaires. Ce qui justement crée ce que vous avez dit. Mais je reviens rapidement sur le fait que le président Laurent Gbagbo avait été lui-même déjà au pouvoir et qu'aujourd'hui, il a un bilan et que ce bilan-là, il puisse aussi le défendre. Oui, il a été au pouvoir. Quand il est venu au pouvoir, il a fait 2 années de pouvoir. Et au 19 septembre 2002, avant que la rébellion soutenue par le RDR qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 années concrètement? C'est la question. Pendant ces 2 ans-là, tous les indicateurs... Quels indicateurs? S'il vous plaît, doucement. Tous les indicateurs, on a renoué avec la Banque mondiale, on a renoué avec toutes les institutions internationales. Ça, c'était acquis. Et tout ce qui avait été proposé aux Ivoiriens, notamment sur la gratuité de l'école, l'assurance maladie universelle, le décret avait été voté et quelques semaines plus tard, il y a eu la guerre. Donc, tous les chantiers de développement qui participent au développement humain intégral avaient été mis en place par le président Laurent Gbagbo. Et justement, c'est la guerre qui a porté un coup de frein. Mais je voudrais dire quelque chose, puisque... Non, vous le direz dans la deuxième partie, parce que c'est le temps. Je finis sur ce point, rapidement, une seconde. Le temps ne nous permet pas de continuer. On reviendra, je vous donnerai la parole pour continuer. Chers téléspectateurs, nous reviendrons bien sûr dans quelques secondes. Et je vous invite à vous abonner sur notre page YouTube, qui a déjà plus de 50 000 abonnés. Notre objectif est de 1 million d'abonnés avant d'atteindre 10 millions et peut-être plus. En attendant, vous êtes sur Global Africa, Télé Sud. Nous revenons avec les mêmes invités sur le même plateau dans quelques secondes. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Et le professeur Baloubi, qui est vice-président du mouvement des générations capables ici en France. Et enfin, haut-commissaire Nestor Kofi, haut-commissaire de la diaspora et vice-président du PDCI. Voilà, donc
Je vais laisser Serge. Donc, j'étais en train de dire que, justement, avant que 19 septembre 2002 ne soit enclenché par la rébellion, soutenue par le RDR, tout avait été lancé pour que l'économie, justement, de la Côte d'Ivoire soit relancée et prospère. De 2002 jusqu'à 2010, avant que la crise, la crise en éclate, le gouvernement de Laurent Gbagbo, il avait dans ce gouvernement-là moins de 10 ministres. Le reste des ministères, sur 30 ministères, étaient par toute l'opposition, dont le RDR. Donc, on a co-géré le pays jusqu'en 2010. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, qui a quitté le pouvoir dans les conditions que nous connaissons, qui a fait près de 10 années de détention et qui a été relâché par la Cour pénale internationale, il revient aujourd'hui avec un nouvel instrument pour pouvoir déployer le reste de la vision qu'il avait enclenchée et qui a subi un coup d'arrêt. Sauf qu'il n'est pas candidat. Justement. Voilà, sauf qu'il n'est pas candidat. On y reviendra, mais on va évoluer. Pour l'instant, il n'est pas candidat. Et il le sera. Et le RDR le sait. Voilà, on verra bien. Mais professeur Jérôme Balobi, vous aussi, Madame Simone Gbagbo, en tout cas, a été co-gérante de cette période de pouvoir avec Laurent Gbagbo, en tant que première dame, très présente sur la scène politique. Mais est-ce que quelque chose économiquement a changé? Et surtout, nous aborderons surtout aussi actuellement les relations de la Côte d'Ivoire avec le monde extérieur, surtout les voisins. Oui, Mme Sadio, je voulais rectifier. Mme Simone Gbagbo n'a pas été co-gérante du pouvoir. Elle était première dame. Elle était très présente, en tout cas, cofondateur du Front. Totalement, on est d'accord, mais elle n'était pas co-gérante. Effectivement, en tant que militante, effectivement, on peut endosser cela, mais sinon, elle n'a pas géré la Côte d'Ivoire. En tant que première dame, son statut ne lui permet pas cela. Concernant la vie actuelle, moi, j'insiste, et au MGC, c'est l'un de nos credos, la question des valeurs morales même. Parce que la gestion dont mon voisin de droite parle, mais il n'y a plus de moralité dans le pays. Il y a eu les élections depuis 2010 ont été les occasions de massacre des humains. En 2015, en 2020, on a coupé la tête des personnes humaines qu'on a joué au ballon. On a joué avec ça au ballon. Et le RDR, le RHDP a fait quoi? Il n'y a jamais eu d'enquête. Et puis on avance. Et puis d'élection en élection, là on nous dit, bon, le président Alassane, c'est le meilleur, il doit continuer. Non, nous pensons qu'il faut mettre balle à terre, revoir la Côte d'Ivoire profonde. En termes de valeur. En termes de valeur d'abord. Oui, voilà, et puis, vous me parlez des relations avec les autres. Oui. Mais la Côte d'Ivoire en tant qu'État n'a jamais eu de problème avec les autres pays. Sauf que depuis 2010, avec la crise qu'il y a eu, effectivement, le RHDP qui est arrivé au pouvoir, de la façon dont on sait, a fait qu'on a eu des relations difficiles avec certains voisins. Parce que certains voisins, certains citoyens de pays voisins ont participé justement à l'aggravation de la crise en Côte d'Ivoire en participant à la rébellion armée, par exemple. Et donc, aujourd'hui, il est question de renouer avec ces pays-là parce que, dans tous les cas, on a la même histoire commune, la même histoire coloniale. Et nous voyons ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça que les Ivoiriens doivent se parler. Doivent se parler pour voir qu'est-ce qu'on fait de notre pays. Et là-dessus, le MGC de Simone Gbagbo insiste sur la question des valeurs morales. Il n'y a plus de valeurs morales en Côte d'Ivoire. Les valeurs n'ont plus de sens. Je dirais même les sens n'ont même plus de valeur parce que chacun fait ce qu'il veut. Il y a des enrichissements individuels et nous avons des éléments pour le démontrer. Donc cela, nous voulons remettre tout cela à plat et redonner du sens à la notion de nation en réconciliant les Ivoiriens, ce qui n'est pas encore le cas, contrairement à ce qu'on nous annonce. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Vous avez parlé des routes, c'est bien, mais allez dans le pays profond, comment les gens souffrent. Allez dans le pays profond, comment les gens n'ont pas droit à la parole. On parle de démocratie. Toutes les institutions, les grandes institutions de la Côte d'Ivoire, quand vous voyez, même dans les directions de société, du plus haut gradé jusqu'au plus petit, c'est du RHDP. On nous dit. On l'affirme. Nestor Kofi, le Burkina Faso est le premier partenaire privé de votre pays. La Turquie venant en 6e position et la France, je crois, en 7e position. Or, les relations avec beaucoup de vos voisins ne sont pas au beau fixe aujourd'hui. Qu'est-ce que cela présage pour l'avenir, le devenir de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens et des citoyens de cette partie du monde? Bon, merci. Nous voulons une chose. Vous savez que quand la Côte d'Ivoire était gérée par le PDCI, on n'avait aucun problème avec nos voisins.
le monde venait en Côte d'Ivoire parce qu'il faisait bon vivre là. C'est justement ce projet que le PDCI veut porter aux Ivoiriens pour dire que rien n'est encore perdu. Il suffit de faire confiance au PDCI pour remettre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens au cœur de leurs actions. Parce que la première des choses que les gens oublient, c'est qu'on ne fait pas de la politique pour se servir. On vient faire de la politique pour servir le peuple. Mais nous, on a constaté que depuis que le RHDP est là, quand tu n'es pas dans cette pensée unique, tu dois libérer le tabouret. C'est leur expression. Ça veut dire quoi? Si tu travailles, même malgré ta compétence, hein, tu es ivoirien, dès que tu n'es pas RHDP, tu dois laisser ton boulot là et puis aller te débrouiller ailleurs. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. Mais le en Côte d'Ivoire. ça veut dire que le PDCI était tellement bon, tant en gestion endogène qu'exogène, qu'il n'a pas pu conserver le pouvoir. Ben, justement, parce que les gens ne pensaient que tout le monde pouvait gérer la Côte d'Ivoire. Ils pensaient que tout le monde pouvait gérer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, allez-y poser la question aux Ivoiriens. Sous le PDCI, d'abord, il n'y a jamais eu de faim en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu un Ivoirien qui est allé dormir dans les cimetières. Ce qui est certain, la Côte d'Ivoire faisait bon vivre et tout le monde venait de partout. Notre pays était la terre de l'espérance et la terre de l'hospitalité. Et aujourd'hui, on a un pouvoir qui est là, qui avilit les Ivoiriens et qui fait de la politique pour que les gens de son parti, parce qu'on a vu récemment qu'il y a des banques qu'on a créées uniquement pour les militants c'est faux. Du PDC. C'est faux. Du RHDP. C'était une promesse de campagne. Voilà. C'était une promesse de campagne. Bon, attendez, la jeunesse, on a promis 1 milliard par jour aux jeunes gens ils sont tellement heureux qu'ils sont obligés de prendre la fuite pour aller prendre des bateaux de fortune pour aller mourir. Tidjane Koné, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ira aux élections en octobre 2025. Dramane Ouattara, 3 mandats déjà, sera-t-il candidat? Nous souhaitons que le président de la République soit candidat pour le travail qu'il fait. En tout cas, nous, RHDP... Pour violer encore notre constitution? Nous, RHDP, nous ferons tout pour que le président Alassane Ouattara soit candidat. En tout cas, c'est notre demande auprès de lui. Et nous pensons vraiment, nous espérons qu'il acceptera d'être candidat pour le 2e mandat de la 3e République. Je souhaite revenir sur ce que mon frère du PPACI a dit. C'est vraiment se défausser. Je suis président de la République, je gère un pays. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour envahir mon pays et je dis, c'est pas ma faute. Non, on est responsable, on assume en tant que président. Quand on est président de la République, c'est ça qui est ridicule. Vous avez dit qu'on ne coupait pas, monsieur, quand on dit qu'on est président de la République, quand on est président de la République et qu'on va jurer sur la Constitution, on dit qu'on protège tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient. On protège l'intégrité du territoire. Et quand on n'est pas capable de le faire, il est facile de se défausser les autres. Monsieur le président de la République, Alassane Ouattara est là. Toutes les tentatives qu'on a essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire ont échoué. Parce qu'on est un leader. On a quelqu'un qui tient les choses en main. Non, et donc, si je vais plus loin, les gens de l'opposition, vous avez dit qu'ils sont des gens de paix. Si vous ils aiment leur pays. Ils ont essayé. Ils ont essayé plusieurs fois. Donc arrêtez. Maintenant, madame, quand je vous dis, madame, quand je vous dis, c'est parce que vous n'êtes pas arrivé. C'est parce que vous n'êtes pas arrivé. Je vous dis, le PDCI qui a co-géré avec le RHDP jusqu'en 2018. Mais quand on a vu la Côte d'Ivoire était superbe. Le pont HKB, c'est un pont qui devait donner... On avait déjà bouclé. Il faut arrêter ça. Il y a des gens qui donnent un mandat. C'est M. Bédier qui l'a dit. C'est M. Bédier qui l'a dit. C'est M. Bédier qui l'a dit. Et chaque parti politique, je vous dis, madame, chaque parti politique fait ce qu'elle veut. Non, nous avons décidé que
nous, Alors, que le maintenant, président vous Alassane avez Ouattara assez soit parlé. notre candidat. Il nous reste C'est la très peu bonne de candidat. temps. Il faut Quand que il tout le regarde monde ça parle. illégitime, Il faut on que tout le monde l'acceptera parle. pas. Sans Est-ce que, le Conseil constitutionnel est là, il pourra valider. On ne l'acceptera pas un quatrième Serge, mandat oui. illégitime. Et vous allez voir comment Violer. Si c'est la violence, Un là, instant. cette année, Ce qui a été vous allez dit. trouver les Ivoiriens sur votre route. Non, peut-être Vous prenez la violence. les Ivoiriens Nous, adhèrent on ne déjà. veut pas de violence en Les Côte Ivoiriens d'Ivoire. adhèrent déjà. On On a fait toutes les élections. On veut des On a fait même élections une démocratie, madame. démocratiques, Toutes les élections. inclusives Toutes et les apaisées. élections, toutes les élections de la Constitution qu'on ont ait un été débat faites depuis civilisé. 2010. Mais monsieur, Ça fait 5 minutes que vous parlez. Vous ne pouvez pas monopoliser la c'est vous parole. qui n'êtes pas civilisé quand on discute. Calmez-vous, Donc, s'il vous plaît. utilisez il y a certains thèmes respectueux qu'il faut Voilà, s'il vous plaît, Serge, monsieur. Serge, je vous en prie. Il faut éviter, Serge, monsieur. Vous êtes est-ce pas plus civilisé que moi, monsieur, s'il vous plaît. finalement, si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, qu'est-ce qui se passera pour le parti? Avez-vous... Je voudrais rapidement revenir sur des fondamentaux. Mais sinon, on ne va pas, Oui, on va avancer, mais il faut quand même parler dans un cadre. Déjà, le RHDP, leur président, Alassane Ouattara, nous a fait un 3e mandat. Cas de force majeure qui n'est pas écrit, qui n'est pas constitutionnel. Premier mandat de la Et Troisième là, République. il est en train de préparer un 4e mandat. Le 2e mandat de la Troisième Il faut République. comprendre que Mais le pour le RHDP... moment, Alassane Ouattara n'a pas dit qu'il Il est vient de le candidat. dire. Il vient de le Non, dire. il dit Mais qu'il souhaite, il souhaite. les militants souhaitent, Et donc, on le le pousse parti au 4e souhaite mandat. qu'il soit Nous voulons candidat. protester Au que deuxième cela mandat de la Troisième est République. illégitime. C'est illégitime, c'est anticonstitutionnel. Ils n'ont la jamais loi ne dit respecté pas la ça. Mais la Constitution. et nous Constitution a voulons- changé, non? A été changée. Mais Non, mais justement, le les changement de la dispositions Constitution n'ont pas été abrogées. Donc ju- ça s'applique. Le changement de la Voilà, Constitution, c'est aussi il y clair a un que ça. principe de continuité constitutionnelle Il y qui est a en un vigueur. conseil constitutionnel, Voilà. il y a- Donc, il y a le droit. Il y a le aujourd'hui- droit Voilà, dans ce pays, il y a maintenant, un conseil pour le constitutionnel. temps qui nous et le conseil reste, constitutionnel on va donner la valide parole valide à les- Jérôme les Baloubi. candidats. Non, mais Oui, sur le sujet, donc on a le droit. sur le sujet donc on est- des relations internationales avec Ouais, les pays. donc rapidement, Oui, allez-y rapidement. Très rapidement. Donc aujourd'hui, le parti de Laurent Gbagbo est en bon terme avec tous les pays, tous les pays de la sous-région. Nous sommes aujourd'hui un parti Surtout avec les pays de l'AES, non? pas seulement, mais aussi. Et justement, ce qui est intéressant de le remarquer, c'est que les pays de l'AES, qui hier avaient été instrumentalisés pendant la guerre contre la Côte d'Ivoire, et justement qui tenaient pour personne non fréquentable le président Laurent Gbagbo, c'est aujourd'hui eux qui encensent le président Laurent Gbagbo. Le PPACI, donc, instrument panafricain, est en bonne synergie avec tous les pays, tous les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire et au-delà de ces pays-là, avec tous les pays d'Afrique. Voilà. Donc, c'est cela qu'il vous, faut remarquer. professeur Oui, Jérôme moi, Baloubi. je voulais revenir justement sur les prochaines élections. Vous en avez parlé. Aujourd'hui, nous pensons que les conditions ne sont pas réunies pour aller à une élection apaisée et véritablement démocratique. Donc le combat du MGC avec d'autres partis de l'opposition, dont le PDCI d'ailleurs, le PPACI aussi, nous appelons le gouvernement de M. Ouattara à s'asseoir à une table de discussion avec nous. Parce que quand on en parle, oui, on nous chante le même refrain, oui, tout a été fait selon la loi. Non, la loi est faite pour des personnes. Un pays qui vit simplement sous la contrainte de la loi est un pays en danger. Parce que quand on vit seulement sous la contrainte de la loi, c'est une violence en soi. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que pour diriger un pays, pour qu'un pays soit en paix, il faut que ce pays ait une âme. Voilà, donc Nestor Non, Kofi. Oui, mais c'est par rapport au temps qui nous reste. Oui, Il va nous dire, Madame Sadio, par je vais rapport finir. à la liste électorale, le découpage électoral, c'est ce que moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Si vous dites la même chose, c'est pareil, vous êtes tous les deux de l'opposition, que chacun Oui, ait la parole. le découpage électoral est unique. Parce qu'avant d'aller aux élections, il y a 72 députés, parce que les circonscriptions qui sont au nord là-bas, dans le septentrion de la Côte d'Ivoire, est déjà acquis à la cause du RDR. Il en est de même comme la CEI. Il est net de même comme... Soyez pas de mauvaise foi. Il en est de Mais allez faire même... campagne là-bas. Soyez de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Vous dites ce que vous avez fait quand on fait campagne. Non, mais allez faire campagne là-bas. Arrêtez il en de- est arrêtez de Non, mais vous même... êtes de mauvaise foi aussi. Il en est de même... Le RHDP fait campagne. J'ai dit, il en est de... Parce que nous, Écoutez on est vos amis. pacifiques. Chez vous, vous Il savez dit, pas il si en on est fait de- campagne. Aussi. Donc vous êtes en train d'indexer les gens du Nord de le Mais faire vous pacifique voyez des que guerriers. votre copanéliste est bloqué
2 mots. Il en est 2, mais il n'arrive pas à avancer. Non, mais laissez-le finir, on va... Donc vous voulez dire les gens du Nord sont des guerriers, les gens du Il Nord, en est de vous êtes vexés même comment? pour la CEI. C'est quel comportement ça? C'est quelle attitude ça? Les gens du Nord sont guerriers. Non, mais vous dites... Il parle du RHDP. Non, arrêtez. Allez faire campagne. Le RHDP fait campagne sur tout le territoire Ça, c'est la ivoirien. mauvaise foi. Il en est de même Ça, la mauvaise pour foi. Sans la exception. CEI. La CEI La seule commission électorale indépendante. indépendante. C'est même pas indépendant. Moi, le I, là, pour moi, c'est la commission électorale Ouais, ivoirienne. là, ça n'engage que vous. Alors. Oui, mais j'ai dit, ivoirienne. C'est-à-dire que c'est même pas indépendant. Sur le processus électoral. Quand vous voyez ici, on a 10 commissaires. Sur 10 commissaires, Plus de 5. il y a 2 seulement qui sont pour l'opposition, c'est-à-dire un pour le PPACI et un pour le PDCI. C'est faux. Merci à vous tous. On se retrouve C'est la dans vérité. quelques instants pour la 3e partie de notre émission où nous allons parler de perspectives avant les élections en Côte d'Ivoire. Quelle perspective donc pour ne pas qu'il y ait des violences ni avant Non. ni après C'est une bonne chose. en Donc, Côte c'est- d'Ivoire. Voilà, on se c'est une retrouve bonne donc suite. dans quelques instants. Très Pour le bien. moment, je réinvite nos téléspectateurs à aller s'abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à tout de suite. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Sa peine, d'autres pas du tout. Nous y reviendrons pour le moment. C'est la Côte d'Ivoire avec Tidiane Koné, délégué extérieur pays RHDP France, docteur Agli Serge, qui est le chef de cabinet de la représentation France, PPACI France, et Jérôme Baloubi, qui est du Vice-président mouvement du MGC, du mouvement de la génération capable. capable, et Nestor Kofi, représentant de la diaspora et vice-président du PDCI. Voilà, maintenant nous allons aborder la partie la plus succulente de notre émission parce qu'il sera question de perspective, voir si la Côte d'Ivoire pourra avoir des élections dans la paix. Ni violence avant, ni violence après. Est-ce possible, Oui. RHDP? Oui, la Côte d'Ivoire va avoir des élections en 2025 dans la paix. La ligne directrice du RHDP, c'est la loi, le droit. Bien entendu, il y a mon frère du MGC qui disait on ne doit pas suivre la loi indéfiniment, on doit pouvoir discuter sur la loi. Je n'ai pas dit ça. C'est que Il y a des témoins, je n'ai pas dit ça, je refuse ça déjà. la loi est notre boussole. C'est celle-là qui permet à notre société d'être civilisée. Cher ami, C'est je n'ai celle-là pas qui permet. dit ça. Bon, vous me laissez terminer. Oui, non, mais Donc, parce que ça, c'est faux déjà, il faut que je vous ça permet, rappelle. c'est notre boussole, c'est celle-là qui permet justement à un pays de dire civilisé parce qu'on se donne des règles qu'on respecte. Et ces règles, on se les a données. Maintenant, la plupart de ceux qui parlent, ils ont des groupes parlementaires. La loi est votée où ? Il y a 2 façons de voter la loi, je pense qu'ils doivent le savoir. Il y a soit le gouvernement qui fait un décret, un projet de loi, ou soit l'Assemblée nationale fait un projet de loi. Si quelque chose vous gêne dans la loi, mais faites des propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et après, vous verrez. Il ne suffit pas de dire non, il faut qu'on discute toujours pour faire. C'est l'opposition qui est majoritaire à l'Assemblée Mais il n'y a nationale. pas besoin d'être majoritaire. Une loi peut être proposée par l'opposition et être votée. Il suffit d'aller convaincre ses collègues de l'Assemblée nationale. C'est ça, on appelle un travail parlementaire. Mais si avant de poser la loi, avant de faire une proposition de loi, vous dites elle ne va pas marcher, ça veut dire que vous avez des idées préconçues et vous ne voulez pas faire changer les choses. Pourtant, bien entendu, quand le gouvernement propose des lois à l'Assemblée nationale, il y a des amendements qui sont apportés aux lois. Il y a des amendements qui sont acceptés. Ça veut dire que l'opposition qui est à l'Assemblée nationale fait passer des choses. Et pourquoi on ne pourrait pas faire des propositions de loi qui vont être prises en compte par l'Assemblée nationale? C'est ça le travail d'un parlementaire. Oui, il ne suffit pas de dire qu'on va se regrouper dans un truc de réconciliation, dans une sorte de dialogue politique pour essayer d'enfreindre la loi ou prendre des décisions qui vont contre la loi. Merci, Voilà. docteur Serge Agli. Justement,
Donc, je voudrais d'entrée de jeu dire que, effectivement, l'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale et toutes les initiatives de l'opposition sont battues en brèche. Lesquelles? Donc, l'argument qui a été énoncé, c'est un argument qui ne tient pas Lesquels? la route. Un exemple. Très rapidement sur les perspectives, nous interpellons tout le monde. Nous interpellons tout le monde parce que après tout ce qui s'est passé dans le pays avec des situations de conflit, on veut aller pour des élections apaisées, sereines. Et aujourd'hui, tous les indicateurs sont rouges. Le président Laurent Gbagbo... Ah, il y a plusieurs indicateurs, hein, social, anthropologique, justement, je vous dis, tous les indicateurs sont rouges. Statistiques, Contrairement à ce que tous les indicateurs sont rouges. Nous, concernant au PPACI, le président Laurent Gbagbo, dont il est sûr, il est de notoriété publique, qui n'a jamais braqué de banque à Côte d'Ivoire, sur un procès politique enrobé d'artifices juridiques. Oui, on est dans les perspectives. Oui, mais ce sont les perspectives, puisque c'est les conditions d'aujourd'hui qui vont donner droit à ce qui va se passer demain. Donc nous demandons que, justement, ils rentrent dans ces droits civiques. 1. 2. Le processus électoral en lui-même. Nous disons que nous voulons un processus électoral inclusif, équitable, transparent. Et le PPACI, en février de cette année, a déposé un courrier au gouvernement, lequel courrier a été renouvelé en mars, pour leur demander, puisque on converge au niveau des partis de l'opposition, mais le PPACI a mis en place un organe CEF, qui est un organe d'expertise des élections, qui a élaboré un document factuel. On énonce quelques chiffres, 3 millions d'irrégularités pour un corps électoral de 8 millions. On est déjà sur un conflit de plus de 37% du corps électoral. Eh bien, si l'opposition demande à ce que cela soit assaini pour des élections équitables, il est Oui, professeur Baloubi. Donc, on leur demande justement de venir à la table de négociation pour pouvoir mettre en place un cadre apaisé. Ils sont en position de force. Celui qui est en position de force peut-il l'appeler sur la table de négociation? Oui, ceux qui quémandent ou mendient, entre guillemets. Si l'intérêt de la nation l'exige, je pense que même quand on est en position de force... C'est pas une position de force, c'est le droit. On doit pouvoir... C'est le droit. Je peux parler. D'abord, je n'ai pas dit que la loi qu'il ne fallait pas respecter la loi. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que la loi, en soi, est une force. Et ce qui fait la force d'une nation, c'est d'abord l'âme commune pour cette nation. C'est d'abord ça. Et là où il y a des problèmes, même dans l'application des lois, on doit pouvoir se retrouver pour parler. Concernant les élections, les perspectives, elles peuvent être bonnes si les conditions sont réunies pour aller aux élections. Madame, la chose la plus récente que je veux vous dire, il y avait 4 millions dans le recensement électoral, dans la révision de la liste électorale, il y avait 4 millions qui étaient attendus pour être recensés. Vous savez combien se sont inscrits? 1,4 million. Et sur les 1,4 million, il y a 500 régularisations, et puis il y a 1000 et quelques décès. Donc, 43. La CEI n'a pu recenser que 900 000, à peu près 900 000 électeurs. Sur 4 millions. Sur 4 millions. La CEI même reconnaît qu'il y a problème. Et donc, à partir de ce moment, quand il y a problème, je pense qu'il faut s'asseoir pour discuter. Et ça, pour l'instant, le pouvoir refuse de le faire. Les partis de l'opposition ont adressé 2 courriers pour avoir un dialogue avec le pouvoir. Ces 2 courriers ont reçu une réponse de non-recevoir. Voilà, Nestor Kofi, vous, la PDCI, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que les statistiques que disent les uns et les autres, à part le représentant du RHDP, ne montrent pas que les perspectives sont bonnes. Non, les perspectives ne sont pas bonnes. Alors que nous cherchons des solutions. Hein. Les perspectives ne sont pas bonnes. D'abord, le volume. Si vous prenez le taux des 29% par rapport aux 8 millions, on est en dessous de la norme internationale. C'est-à-dire, pour avoir 40%, il aurait fallu avoir les 4 millions en question. Et ça n'a pas été fait. Au moment où il y a l'engouement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la CEI unilatéralement ferme le robinet parce que peut-être qu'ils pensent que ce n'est pas en leur faveur. Depuis que notre candidat, le président Tidiane Thiam, est venu sur la scène politique, il y a un engouement. Donc, tout le peuple se lève pour aller s'inscrire. On dit non. Alors que lui, il est venu sur une des antennes ici, TV5 Monde. Il a dit, si il y a un engouement, lui, il va proroger. Maintenant qu'on a l'engouement, il ferme.
Donc ça, c'est un des facteurs qui peut entraîner, qu'on appelle, un conflit. Deuxièmement, le déséquilibre de la CEI unique dont je vous parle, où tous les bureaux sont présidés par les gens du RHDP. Ça ne peut pas être quelque chose qui peut donner la sérénité aux Ivoiriens pour aller aux élections. RHDP, Oui, Tidjane connaît après le plaidoirie. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit tous en tant que parti politique responsables. La CEI ouvre ses portes et donne la possibilité à chaque parti politique d'aller mobiliser ses militants et les Ivoiriens pour accéder, pour aller se faire enrôler. Aux entrées des centres, on ne contrôle pas la carte d'électeur de chacun. Celui qui veut, il y va. Et donc, s'il y a une incapacité de certains partis politiques à lancer une mobilisation de leurs militants... Est-ce que vous avez écouté tout ce que les uns et les autres ont dit, qui ne favorise pas la mobilisation, l'enrôlement et la future paix en Côte d'Ivoire? Sur 4 millions attendus, on a eu 900 000. Excusez-moi, madame, excusez-moi. C'est pour ça que la CEI ouvre les portes. Il y a la première semaine où il y a plus de 60% des bureaux de vote où il n'y avait personne de présent. Est-ce que la CEI a bouclé la porte de ces 60%? Non. Mais les partis politiques, vous devez laisser, vous me dites de laisser parler, on parle. Ok, vous me laissez terminer et vous allez répondre. Oui. Et donc, si la CEI laisse la CEI pendant 3 semaines, les partis politiques dans l'ensemble ont été dans l'incapacité de mobiliser comme ils voulaient pour aller vers... Après, on se retourne vers la CEI pour dire que c'est la CEI. Maintenant, tout le monde est pénalisé parce que c'est pas... Moi, en tant que parti politique, nous sommes aussi pénalisés. Nous aussi, nous voulons enregistrer en masse nos militants. Mais qu'est-ce qui empêche? Il faut qu'on soit... C'est une question de volonté politique. Arrivé un moment, je vais dire... C'est une question de volonté politique. La CEI, en tant que telle, a des échéances. Parce que la Constitution implique certaines obligations. La liste définitive doit être affichée avant telle date. Oui. Les traitements des données se font dans des temps incompréhensibles. Et donc, si on veut prendre en compte toutes les doléances de tout, parce que nous aussi, on aurait préféré que les élections se fassent... les autres pays, 3 semaines avant. Et en plus, il y a un point madame, excusez-moi, un point Apparemment, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. L'enrôlement n'est pas obligatoire. L'élection n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc, chacun fait ce qu'il veut. 4 millions d'électeurs attendus, vous avez 100 000, ça ne vous affecte pas. Alors là, j'apprends que l'élection n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien n'est pas obligé d'être sur la liste électorale. Merci. C'est un droit. Merci, s'il vous plaît. S'il veut, il y va. S'il ne veut pas, il n'y va pas. Et donc, on ne peut pas aller prendre les gens, de force et les mettre les objets se faire enrôler. Allez, Serge. Oui, voilà, vous avez pris le temps de parler. Quand ça lui chante, il parle de droit, alors qu'il ne respecte pas le droit. Le code électoral, en son article 6, demande que chaque année, la liste soit révisée. Oui. Et donc, chaque année, c'est la seule année où ça n'a pas été fait. Et donc, non, c'est pas vrai. Le mensonge, c'est pas vrai. Ne dites pas de contre-vérité. Le code électoral spécifie que chaque année, on doit faire la révision de la liste électorale. Le code électoral encore spécifie qu'il faut à peu près 3 semaines pour pouvoir proclamer les listes, 3 semaines avant les élections. Donc, on a le temps. Tous les partis d'opposition demandent à ce que on puisse prolonger ce processus d'enrôlement. Tous les partis politiques et le nôtre, avec une conférence de presse, a spécifié qu'on peut même, en février, mars, refaire encore pour 2025 un nouvel enrôlement. Donc cela, on l'appelle de tous les vœux. Mais, madame, s'il vous plaît, il y a 2 points essentiels qu'il faut rajouter. Nelson en a parlé. Le découpage électoral, lui aussi, il faut le revoir. La liste. On a parlé de la liste électorale en elle-même. On veut qu'il y ait une refonte de la liste électorale pour une nouvelle liste transparente. Il en va de la crédibilité du vote. Et la CEI elle-même, on en a parlé aussi. Au niveau de la représentativité, ce n'est pas vraiment objectif. Il y a une majorité mécanique du parti au pouvoir. 90%. Nous voulons une dissolution, une refonte pour un organe transparent, équitable, inclusif. Merci. Est-ce que tout ce mécanisme, professeur Jérôme Baloubi, est possible de mettre en place avant l'échéance? Oui, Mme Sadio, je pense que c'est, comme mon camarade Nestor Kofi l'a dit, c'est une question de volonté politique. M. Alassane Ouattara a été candidat en 2010
par la volonté politique d'un homme nommé Laurent Gbagbo, qui a utilisé l'article 40, c'est faux. Ce sont des accords qui a utilisé la Constitution pour en faire des candidats exceptionnels. Oui. Ça veut dire donc que si celui qui dirige le pays aime tant le pays comme il le proclame, il doit pouvoir en tenir compte. Je voulais finir par une anecdote. Pas une anecdote, une légende africaine. C'est-à-dire, le RHDP se comporte comme le toucan et le chasseur. Enfin, comme le chasseur face au toucan. Je vais le dire en 2 minutes. Alors, un chasseur, il va à la chasse, il va chasser du gros gibier. Non, ça va être rapide. Non, ça va être rapide. Je vais résumer. Il n'a pas de gibier, donc il voit le toucan, il saute pour attraper le toucan. Malheureusement, sa corde se coupe et il est accroché au toucan. Et le toucan s'envole avec lui sur une île. Donc là, maintenant, il demande pardon au toucan. Parce que là, c'est lui qui est en danger. Il peut le laisser tomber. Sur l'île, le toucan dit non, je ne veux pas te faire de mal. Moi, mes bébés m'attendent. Si on s'entend, il n'y a pas de problème. Ils se sont entendus. Le toucan lui a même donné à manger. Quand il est rentré au village, il a raconté l'histoire. Pour dire quoi? Pour dire qu'on ne peut pas nuire aux autres tout le temps et espérer être en paix. Ça y est, le RHDP, alors, cette paix en Côte d'Ivoire est-elle possible avant et après les élections? Oui, on va finir avec les propos de Nestor Kofi du PDCI. À condition qu'il y ait une volonté politique. Et le PDCI a toujours milité pour non seulement le dialogue, mais pour la paix. Parce que chez nous, on dit la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Dixit le président Félix Houphouët-Boigny. C'est ce qu'il nous a légué. Donc aujourd'hui, là, moi je ne peux pas comprendre que des gens portent le nom RHDP, le nom d'Houphouët-Boigny, et ne pas s'inscrire dans le dialogue. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons fait 5 dialogues politiques. Vous n'avez jamais fait de dialogue. Et faute de dialogue, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce que les autres se diront mis en place? Non, ce que nous suggérons aujourd'hui, c'est que tout doit être transparent. Si tout est transparent, il n'y a pas de raison, comme les autres pays démocratiques. Tout est transparent, c'est pas que vous voulez qu'on fasse comme vous voulez. Rien n'est transparent. La différence, elle est là. C'est que vous ne voulez pas. Nous demandons l'application de la loi. Si la loi vous ne respectez pas pas l'Assemblée nationale, comme si vous avez déjà respecté la loi. C'était la la loi n'a pas été respectée. C'est dans ce c'est dans ce que l'émission c'est les accords nationaux. Permettez, s'il vous plaît, l'émission. Il y a un exceptionnel, c'est faux. Nous allons certainement faire une deuxième émission. Nous allons certainement faire une deuxième émission sur la Côte d'Ivoire. Tant c'est passionnant et tant vous êtes nombreux. Mais pour le moment, un instant, pour le moment, nous arrêtons cette émission sur ce tohu des panélistes ivoiriens. Bien entendu. Mauvaise foi. Pour ça, permettez que je clôt l'émission. On se retrouve, chers téléspectateurs, prochainement avec d'autres invités dans notre série d'émissions sur les élections en Afrique, dans quelques pays africains, de 2024-2025 jusqu'en 2026. Et pour le moment, aujourd'hui, nous étions sur, bien sûr, les élections en Côte d'Ivoire. Merci.